popozão no chão. Parado no bailão, ela com popozão. E o popozão no chão, e o popozão no chão, e o popozão no chão. Bon allez, ça suffit. Bonjour à tous. Débrief des 16e de finale. Donc on va parler aujourd'hui de Brésil, j'ai déjà oublié, contre le Japon, et Allemagne-Paraguay. Donc c'était les deux matchs hier soir. Et donc tout d'abord, le Brésil qui se qualifie face au Japon. Gros match. Franchement, c'était un gros match, l'un des plus gros matchs sur le papier des 16e. Et en vrai, petit point sur les 16e. Moi, je pensais vraiment que les 16e, ça allait vraiment être de la merde parce que, en vrai, il restait encore beaucoup d'équipes. Il y avait forcément des petites équipes qui allaient passer et tout. Mais en vrai, on a quand même des matchs plutôt sympas. Brésil, Japon, Maroc, Pays-Bas, Côte d'Ivoire, Norvège, Belgique, Sénégal. Voilà, c'est des matchs où on va pas se faire chier. Donc, au moins, ça, c'est bien. Mais donc voilà, donc ce Brésil-Japon, franchement, le Brésil, déjà que dire, son parcours. Donc du coup, match nul contre le Maroc, victoire contre Haïti, victoire contre Écosse. Le Brésil, je pense, n'a convaincu personne pendant cette phase de poule. Enfin, en tout cas, si le Brésil a convaincu quelqu'un, qu'il parle maintenant ou c'était à jamais, parce que Brésil, on a déjà bien vu leurs limites en phase de poule. En vrai, contre le Maroc, c'était même leur meilleur match. Parce que là, entre guillemets, ils avaient une adversité et ils devaient se bouger le cul, quoi. Parce que contre Haïti, bon, voilà, sans vraiment forcer, ils ont gagné le match. Contre l'Écosse, ils gagnent que 1-0. Contre une Écosse qui a eu des occasions, mais vraiment pas très inquiétantes. Et au final, contre le Maroc, c'était là où le Brésil a vraiment été le meilleur sans être très bon. Mais en tout cas, voilà. Donc, les points faibles du Brésil, c'est justement le manque de cohésion d'équipe, entre guillemets. Enfin, c'est les joueurs, on dirait qu'ils se connaissent pas. Manque d'idées, manque d'appel en profondeur, manque d'un vrai attaquant, manque d'un vrai créateur, manque d'une bonne défense, de latéraux, enfin, beaucoup de manques. Et dans ces phases de poule, beaucoup de choses ont reposé sur Vinicius et sa capacité à faire la différence. Parce que franchement, si tu retires Vinicius, le Brésil termine pas premier et même ça aurait été encore plus compliqué pour eux. Mais en tout cas, là, ils ont Vinicius. Vinicius qui a enfin un moment de lumière avec le Brésil où on l'attendait tellement depuis la Coupe du Monde 2022 qui n'a pas été fameuse, la Copa América qui n'a pas été fameuse. En plus, dans l'année où il était favori pour le Ballon d'Or, il fait rien du tout à la Copa América, donc il a vraiment pas arrangé son cas. Et là, en 2026, on se dit, bon, Vinicius, t'as 25 ans, faut quand même se bouger. Et là, il s'est bougé, c'est bien. Là, c'est Vinicius Senior, c'est pas Vinicius Junior carrément. Mais donc voilà. Et après, de l'autre côté, on avait le Japon. Le Japon, toujours une bonne petite équipe de Coupe du Monde, même si ils n'ont jamais gagné un match à élimination directe, donc à partir de 8e, maintenant 16e et jusque-là. Mais en tout cas, en phase de poule, ils font toujours bonne impression ces dernières années. Surtout en 2022 où ils battent l'Allemagne et l'Espagne, juste ça, pour après se faire éliminer au pénalty face à la Croatie. Voilà. Enfin bref, donc le Japon c'est un peu une équipe qui est forte de par son collectif et non par ses joueurs, même s'il y a des bons joueurs. Objectivement, quand tu regardes d'un œil très froid, ça joue pas dans des gros clubs et tout, mais ils ont un esprit d'équipe, le collectif, Japon, allez, on y va. Donc, franchement, on pouvait s'attendre à un gros match et même peut-être à une surprise, entre guillemets, que le Japon batte ce Brésil vraiment pas fort, mais que le Japon était vraiment pas mal. Parce que le match contre les Pays-Bas, après, c'est vrai que le petit match nul contre la Suède, c'était pas ouf. Mais en tout cas, voilà. Mais ce Brésil était prenable. En tout cas, surtout en première mi-temps, franchement, on va en parler maintenant. La première mi-temps, qu'est-ce que c'est que cette catastrophe? Franchement, Brésil, enfin, si les matchs de foot duraient une mi-temps, franchement, le Brésil, c'est finito. Parce que déjà, le Brésil, défense, Danilo, c'est pas possible. Comment tu te ramènes avec Danilo en 2026? C'est comme la Belgique avec Meunier en 2026. C'est pas possible.
En mode, il n'y a pas un putain de Brésilien qui joue défenseur droit dans le monde. Tu es obligé de mettre Danilo. Ça veut dire il n'y a tellement pas de Brésiliens défenseur droit, tu dois mettre Danilo. Après, Wesley, il s'est blessé. Ibanez, en vrai, c'est encore pire que Danilo. Mais en tout cas, ouais, franchement, vraiment, vraiment pas convaincu par Danilo. Bah, en même temps, Miskin, je sais pas trop ce qu'il fout là. Marquinhos non plus, c'est pas hyper rassurant. Il fait pas un mauvais match, pas mauvais, mais vas-y, compliqué. Et Gabriel, Gabriel, mais son secret va être révélé au grand jour. Il pue la merde. Il fait que reculer. Il fait que reculer, il fait rien. Quand il y a une attaque, il recule, il recule, il recule, et il attend que ça revienne de derrière ou que quelqu'un fasse quelque chose pour lui, mais lui, il fait rien. Lui, il fait strictement rien de défensif, il fait aucun tacle debout, aucune interception, aucune récupération dans les pieds, il fait rien. C'est juste un mec qui dit « je suis là ». C'est juste un nom à mettre sur une feuille comme ça. Mais non, il est nul, nul. Vraiment une énorme fraude ce mec. Oh là là. Enfin bref. Et après, défenseur gauche, Douglas Santos, ça va, mais voilà. On gagne pas une Coupe du Monde avec ça. Et moi, franchement, j'ai un gros problème avec le milieu de terrain. Déjà, Paqueta, c'est compliqué. Paqueta, je sais pas ce qu'il fait au Brésil, mais là, c'est compliqué. Parce qu'en 2022, franchement, c'était l'un des meilleurs Brésiliens. Et là, on a l'impression qu'il a perdu tout, en fait. Il a perdu sa créativité, son génie, sa folie, la technique, les petits dribbles qu'il pouvait faire. Là, il reste plus grand-chose. Casemiro. Moi, même s'il il a marqué, je m'en fous parce que Casemiro, c'est pas possible. Sa première mi-temps, aucune passe réussie. Sur le but, c'est pas possible. Et il se fait manger de vitesse par un mec pas rapide, pas extrêmement rapide de base. Et Casemiro, franchement, il a plus de gaz. Lâche ça, l'ancien. Mais voilà. Et après, Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes, c'est un joueur entre guillemets de collectif parce qu'à Newcastle, c'est un gros collectif qui ne repose pas sur des individualités. Et pourtant, moi, de temps en temps, je regarde des matchs de Newcastle. Et franchement, Guimaraes, il est bon. C'est l'un des meilleurs sur le terrain. C'est vraiment le patron. C'est le milieu de terrain. Paf, c'est le leader. Et là, au Brésil, on a l'impression qu'il est timide. Il ose pas trop se montrer. C'est bon. Il est vraiment pas dingue. Alors qu'en plus, sur le banc, tu as des joueurs. Tu as Danilo Santos, hyper intéressant, grand volume de jeu. Il peut faire un pressing, il est énergique et tout. Tu as Ederson, qui est quand même, je pense, un peu plus athlétique que Casemiro et Fabinho en ce moment. Mais Fabinho, c'est la même. C'est la même. Fabinho, qu'est-ce qu'il fout là? Le mec, ça fait 2 ans, il joue en Arabie Saoudite. Déjà, à la fin, sur Liverpool, il jouait sur une jambe. Là, tu le ramènes à la Coupe du Monde 2026. Là, tu as pour ambition de gagner la Coupe du Monde 2026. Tu ramènes Fabinho. Et putain, c'est pas un tournoi de gala où juste tu ramènes les potes pour qu'ils se montent. Là, tu dois gagner la Coupe du Monde. Tu vois, tu prends Fabinho. Bah, ok, ça va, mais Fabinho, non, c'est pas possible. Et en plus, il rentre en cours de match. Enfin, je comprends pas. Vraiment, c'est pas possible. Et après, l'attaque, Ryan, il fait ce qu'il peut, hein. Le pauvre, il vient seulement de se révéler au grand jour. Ça fait 6 mois qu'il joue en Europe. Là, ça le met ailier droit titulaire au Brésil pour gagner la Coupe du Monde. Donc, franchement, c'est un gros choc. Et après, Matheus Cunha, buteur. Après, est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que, au vu de Igor Thiago, ouais, je pense que Cunha, buteur, ça va en fait. Et après, il y a Hendrick qui peut jouer là, mais est-ce que Hendrick, c'est ton titulaire au Brésil? Je sais pas. Après, il y avait un buteur. Si, il y avait un buteur. Il y avait João Pedro. Il est où? Tu sais, Ancelotti, t'as vraiment du sang sur les mains. Parce que maintenant, t'as vu, t'as pas pris João Pedro parce que je sais pas, hein? Maintenant, il fait des clips avec Madonna, il se fait toucher les fesses. Ben non, Ancelotti, mais c'est ta faute. Il aurait pu être là, jouer la Coupe du Monde, faire du bien au Brésil. Il se fait toucher les fesses par Madonna avec Palmer. Et encore Palmer, on peut dire, ouais, il a fait une moins bonne saison, donc il n'aurait pas été titulaire dans tous les cas. Mais là, João Pedro aussi. Il est titulaire dans tous les cas, je veux rien savoir. Et en plus, il peut jouer en 9, il peut jouer en 10. Mais c'est magnifique. Et non, toi, tu le prends pas. Même pas tu le prends et tu le fais pas jouer, tu le prends pas.
Et encore, on peut dire oui, mais ça l'a pris pour Neymar parce que Neymar, voilà, il a eu sûrement de la pression de la part de la fédération parce que c'est pas possible de prendre Neymar maintenant, surtout qu'il l'avait pas pris les 3 derniers rassemblements. Et là, le prendre en toute fin, c'est vraiment pour, entre guillemets, être un joueur de collectif. Enfin, pas un joueur de collectif, qu'est-ce que je raconte, mais pour être un cadre dans le vestiaire, apporter de l'expérience dans le vestiaire. Dans les moments compliqués, peut-être que Neymar, il peut te faire un petit discours, alors peut-être que ça fait une motivation pour les joueurs brésiliens, mais également c'est pour pas faire de scandale, parce que si tu prends pas Neymar, bah, ça aurait parlé que de ça toute la Coupe du Monde. Oh, pourquoi t'as pas pris Neymar? Blablabla. Donc voilà, franchement, c'était pas rendre service au Brésil de pas le prendre, mais c'est pas rendre service au Brésil de le prendre quand même, parce que ça veut dire que tu te prives de quelqu'un, d'un João Pedro, et même, voilà, au pire, on pouvait le prendre à la place d'un offensif, enfin, je sais pas, En fait, João Pedro, c'est l'un des premiers que tu dois prendre, avec Vinicius. Moi, je prends João Pedro avant Rafinha. Bien sûr, Rafinha, je le prends, mais quand je fais ma liste, je prends Vinicius, je prends João Pedro et je prends Rafinha. Le reste, c'est en option. João Pedro ne doit pas être une option. Ça doit être un mec qui est là, tous les matchs, bam, titulaire. Parce qu'en plus, João Pedro, le mec, il vient de Brighton et tout, c'était pas censé être la méga star de Chelsea. Et le mec, même pas de saison d'adaptation, même dans une mauvaise saison de Chelsea, il arrive à ce on le ressort du lot et qu'on dise, lui, il a fait une bonne saison. Donc quand même, et en plus, João Pedro, c'est un profil magnifique. Enfin, buteur technique comme ça, petits espaces, très bonne finition, jeu de tête. Tout ce qui manque à Igor Thiago et Matheus Cunha. Aïe, aïe, aïe. Enfin bref. Donc on va débriefer ce match. Bon sang, j'en ai marre. Donc, le match, première mi-temps, cataclysmique du Mexique. Du Brésil. Franchement, le Brésil, je pensais qu'ils allaient se faire sortir. Parce que première mi-temps, waouh, c'est 0, mais 0, 0, 0. Il n'y a rien qui va. Aucune séquence collective, aucune idée. Même Vinicius, il n'a pas été souvent trouvé. Et c'était pas dingue. Ryan, il a du mal. Cunha et Casemiro, quelle horreur ce mec. Et après, le but du Japon, inévitable, d'une perte de balle de Marquinhos, parce qu'il s'est fait presser, et du coup, lui, il a paniqué, boum, ballon devant, récupération, Casemiro qui se fait sprinter sa grand-mère, puis après, Gabriel qui ne sort pas, il recule. Et quoi, il s'est dit qu'en reculant, t'allais faire quoi? Tu vas faire quoi avec tes bons juifs? Pardon. Mais en tout cas, du coup, but évitable. Sûrement, car si Marquinhos se fait pas presser, fait peut-être une meilleure passe, si Casemiro a plus de 10 de vitesse, si Gabriel est un bon défenseur, enfin voilà, il y a beaucoup de si pour que ce but soit annulé, donc voilà. Mais en tout cas, beau but du Japon, voilà, fallait aller le chercher, récupération, projection, boum, allez, on y va. Et donc voilà, mais franchement, le Brésil n'a même pas eu de coup de pied au cul après ce but. Ils ne sont pas dit, ah ouais, les gars, non, là, on a abusé, vas-y, là, on joue bien. Non, c'est resté pareil. Donc, à la mi-temps, du coup, Paqueta sort sur blessure. Ça fait rentrer Hendrick. Le Brésil qui joue en 4-2-4. Donc, du coup, je pense qu'Ancelotti s'est dit, ah ouais, vous voulez jouer à 5 défenseurs? Ben, on va jouer à 4 attaquants. Voilà. Donc là, ça a vraiment mis tous les attaquants, boum, boum, boum. Et en vrai, en rentrée de seconde période, c'était pas la folie non plus. Quand Hendrick il avait des ballons, il avait du mal à ressortir. Compliqué. Bon, après, je sais pas c'était à quelle minute précisément l'action de Vinicius, mais franchement, Vinicius, mais le but qu'il aurait pu mettre en solo. Récupération, petit pont, le mec il a rien compris. Boum, il part. Après, il fait sa feinte. Bam, il met dans le vent 2 Japonais. Après, l'extérieur. Non, imagine le but que ça aurait été. Surtout s'il avait marqué, ça nous aurait peut-être privé du but de Martinelli en fin de match, parce que franchement, Martinelli. Pourquoi lui? Mais justement, Martinelli. Donc, Ancelotti, lui, il regarde pas les matchs, parce que
si tu avais regardé les matchs, genre 10 minutes, tu regardes 10 minutes Joao Pedro, 10 minutes Martinelli, putain, mais comment tu prends Martinelli? Surtout que tu as déjà 45 ailiers en fait. Tu as déjà Cunha, c'est un ailier, tu as déjà Vinicius, Rafinha, Luis Enrique, Ryan, ça va, tu vas prendre Martinelli, mais ta grand-mère, putain, tu as un seul buteur. Igor Thiago, ton seul buteur, s'il est mauvais, bah du coup tu dois dézonner un mec. Parce que Hendrik, c'est pas un buteur au sens 1, c'est plutôt un petit ailier qui revient. Voilà. Cunha, c'est pas un buteur, mais oh bah tiens, t'avais Joao Pedro, mais non, Joao Pedro, ça serait pas un buteur. Putain, franchement, Ancelotti, gare à choix. Mais en tout cas, bah, le Brésil, après, ils ont commencé à faire beaucoup de centres pendant 5 minutes. Et le Japon n'arrivait plus à ressortir. Ils ont vraiment spammé les centres. Il fallait bien que ça rentre à un moment. Donc Casemiro qui met sa tête. Bon, voilà, on peut pas dire que ça a vraiment très bien joué du Brésil parce que bah ils ont juste spammé les centres. Donc c'est pas vraiment hyper ouf. C'est pas ce qu'on attend du Brésil. Mais bon, après, bah fallait le mettre. C'est les Japonais avec à me défendre. Et après, bah, du coup, en fin de match, le Brésil galérait un petit peu. Il y a eu des occasions, la tête de Guimarães. Et après, Guimarães, il a fait deux, trois belles actions. Donc en fin de match, Guimarães, il a enfin repris ses couilles. Et il s'est un peu remis en mode Newcastle. Donc ça, c'était mieux. Franchement, si Guimarães, il conserve ce niveau-là, surtout que Paqueta, on ne sait pas s'il va revenir. Mais enfin, voilà. Et après... bah, le Japon qui fait des changements. Le mec, il a pas. Franchement, les mecs qui rentrent, bah, ils font de la merde. Et bah, du coup, en vrai, le Brésil, moi, je me suis dit, bah, c'est bon, on va aller aux prolongations, les premières prolongations de la Coupe du Monde, patati patata. Et ben, en fait, non, parce qu'à la toute fin, ça a commencé à chauffer vers la surface japonaise. Mais après, Ryan, bonne récupération. Donc, on va plutôt parler de Ryan pour sa récupération que de son match en tant qu'attaquant. Et donc, Ryan, bonne récupération. Boum, pour Guimarães. Guimarães, superbe passe. Et après, Martinelli qui se retrouve tout seul. Tu as un défenseur japonais. Il est à la gauche de Martinelli. Il ne tient personne. D'accord. Donc le mec, je sais pas qu'est-ce qu'il protégeait. Et donc Martinelli, il y a un trou de 2 mètres devant lui. Bah, boum, il rentre, il fait une grosse pointe. Là, but vraiment pas très académique non plus. Mais bah, ça rentre. Le gardien, il n'a pas su l'arrêter. Ça rentre. Le Brésil, c'est la folie. Ouais. Voilà. Franchement, même les légendes brésiliennes dans les tribunes, Roberto Carlos, Ronaldo, ils n'ont pas célébré comme t'es ouf parce que franchement, au vu du match, il n'y a pas de quoi se rassurer. Surtout que bah, du coup, le Brésil va tomber contre le vainqueur du match de ce soir, à 19h. Côte d'Ivoire-Norvège. On verra, mais ouais, là, il y a moyen que ça dégage, hein. Ou pas. Parce que en vrai, est-ce que la Norvège, ça peut vraiment résister à des attaques du Brésil, à des exploits individuels? Côte d'Ivoire, pareil. Moi, en vrai, si c'est la Norvège qui passe, le Brésil peut passer. Parce que, en vrai, la défense de la Norvège, c'est vraiment pas ouf. Et je pense que Vinicius, il va se régaler. Surtout bah, qu'il va retrouver Ryerson qu'il avait déjà traumatisé en 2024 pendant la finale. Et ouais, peut-être que l'attaque de la Norvège, ok, mais en vrai, si le Brésil fait pas de la grosse merde, il y a moyen que ça résiste. Enfin, en tout cas, ils vont pas se prendre 3 buts, mais le Brésil peut en mettre 3. C'est ça la différence, je pense. Parce que, en vrai, imaginez le Brésil qui force comme ça sur la défense de la Norvège, surtout qu'on a vu que contre la France, bon, c'était l'équipe B, mais Asie, les joueurs de l'équipe A sont pas beaucoup plus forts. Alors, on a vu que Dembélé, le mec qui fait 2 crochets, les mecs ils sont perdus en fait. Et Dembélé, il a mis un triplé en 25 minutes. Donc
Qu'est-ce qui empêcherait Vinicius de faire ça? Mais en tout cas, voilà, on n'en est pas encore là. Donc le Japon, en vrai, c'est triste parce que voilà, ils sont gentils, ils sont mignons et tout, mais en vrai, la deuxième mi-temps, ils se sont complètement écroulés, ils ont plus rien fait, il y avait plus trop d'occasions et tout. Franchement, s'ils avaient joué la deuxième mi-temps comme la première, voilà, ils passaient tous les jours, hein. Le Brésil, ils pouvaient rien faire. Mais malheureusement, deuxième mi-temps, peut-être qu'ils étaient moins frais. C'était plus compliqué, les changements pas ouf, alors que le Brésil, les changements ils sont payants. Et même Ancelotti qui laisse Casemiro sur le terrain, alors que moi je pensais qu'il se faisait sortir tous les jours. Au vu de sa première mi-temps, limite il te coûte le match, je me suis dit. Mais non, il le laisse, il marque. Bon voilà, peut-être que si tu mets un autre joueur à la place de Casemiro, le Brésil joue mieux et met 2 buts à la place du seul but de Casemiro. Mais ça, voilà, avec des si, on refait le monde. Et donc voilà, le Brésil qui passe sans convaincre personne encore une fois, mais qui prouve encore une fois que la qualité individuelle dans des matchs de Coupe du Monde à élimination directe hyper fermée, c'est meilleur qu'un collectif. Malheureusement. Donc petite pause fraîcheur, hein, moi aussi. Et on va parler de Allemagne-Paraguay. Alors, Allemagne-Paraguay, la première surprise de la Coupe du Monde, ça y est, on y est, il fallait attendre les 16e de finale, on n'a pas attendu très très longtemps. Alors là, franchement, en vrai, on avait 2-3 signes. On ne peut pas dire personne ne s'y attendait, un peu quand même, mais on avait 2-3 signes. Car déjà, ok, tu gagnes contre Curaçao, rien à foutre, ça ne m'excite pas. Ça ne m'excite pas. Et donc, après, contre la Côte d'Ivoire, voilà, match plus compliqué. Là, tu commences à voir, ah, ok, les défauts de l'Allemagne. Faut que ce soit Undav qui te sauve les fesses, mais voilà. Et après, contre l'Équateur, défaite. Défaite, elle est là, la défaite. En fait, l'Allemagne, ils ont fait de moins en moins bien. Ils ont fait grosse victoire, petite victoire, défaite. Et du coup, en plus, ils avaient mis leur équipe A, bordel. Les mecs, ils s'étaient assurés d'être premiers. Ils mettent leur équipe A. Et en plus, ils jouent mal. Et même, en fait, déjà, l'équipe A, il y a plein de problèmes. Déjà, tu te ramènes pas à la Coupe du Monde avec des ambitions de la gagner. Bon, maintenant, c'est plus dur de la gagner parce que. Voilà. Mais en tout cas, Sané, c'est pas possible. Sané, mais c'est l'équivalent de Ferran Torres. C'est Sané, mais c'est quoi ce mec? Mais comment il est aussi nul? Mais je me pose de réelles questions. Mais comment t'es nul comme ça? Mais Sané, il a rien fait, mais je comprends pas en fait. Comment il a du crédit ce mec? Comment t'as des gens, ils peuvent encore se dire, enfin, il y a personne qui le dit, mais comment on peut encore le considérer comme un bon joueur, enfin, genre un joueur pas trop nul, genre un mec, en fait, je sais pas, il a une espèce de statut dans nos têtes, je comprends pas, c'est pas possible, mais il est nul. Tu dois même pas le prendre normalement, tu dois même pas le prendre, il reste chez lui, en plus il démarre tous les matchs, encore hier soir il démarre le match, et Havertz, oh, mais Havertz, franchement, en Allemagne, tu rajoutes Ferran Torres à gauche, mais c'est le triangle des Bermudes, hein. Tous les ballons, ils disparaissent, perte de balle. Putain. Havertz, mais c'est catastrophique. Il n'y a rien de bien. En fait, le temps que j'énumère tout ce qui va pas avec Havertz, la vidéo elle va durer 1 heure et demie. Non, mais Havertz, waouh. Un joueur de merde comme ça, associé à Sané, et même Florian Wirtz, ailier gauche, c'est pas possible. Il a rien fait de bien. Florian Wirtz, ailier gauche. Non, mais c'est pas possible. Tu te ramènes avec Florian Wirtz, ailier gauche. Non, mais non, mais non. Il y a vraiment un énorme manque. Les mots me manquent. Il y a vraiment en Allemagne un énorme manque de qualité offensive avec Sané, mais il t'apporte rien, il est nul, il sait pas faire de passe, il sait pas dribbler, il sait pas tirer. Havertz c'est pareil, Wirtz un énorme manque de créativité, il a vraiment du mal à passer. Musiala pas titulaire pour mettre Undav en 10. Mais Nagelsmann, mais t'as pété un câble. Mais Undav, quand il mettait des buts, il rentrait en 9 avec Havertz. Là tu le mets en 10 derrière, ça m'énerve en fait. L'Allemagne, il me fatigue. Waouh! Donc, donc, du coup, en vrai, on pouvait
s'attendre à un match un peu compliqué de l'Allemagne parce que depuis le début du tournoi, les mecs ne jouent pas. Même la victoire 7-1 contre le Curaçao, c'était pas dingue. Les mecs, ils jouaient pas bien. Ils jouaient pas bien. On voyait déjà que Sané à Wirtz, c'était nul et que Wirtz à gauche, c'était pas possible. Et en plus, là, ils ont perdu Schlotterbeck euh, qui masquait un peu Jonathan Tah. On voyait un peu moins ses défauts. Mais là, tu mets Tah et Rudiger, mais c'est pas possible. Tah et Rudiger, mais ça va pas. Ça va pas. Rudiger ne peut pas être ton défenseur central, titulaire et tout. Il a plus l'âge, il a plus le niveau. Le mec, il est complètement taré dans sa tête. Il se shoot avant tous les matchs. Et Jonathan Tah, il est lent. Le mec, il est lent. Il sait pas se retourner. Les passes, c'est compliqué. Voilà. Et même Kimmich, défenseur droit. Encore une fois, tu vas pas me dire, il n'y a pas un putain de mec allemand en défenseur droit, ça va, c'est pas une énorme merde, c'est pas un trisomique. Mais comment tu mets Kimmich et les droits en mode, il n'y a aucun Allemand défenseur droit meilleur ou équivalent à Kimmich. Et Kimmich aussi, il s'est fait avoir plein de fois, mais c'est pas son poste, il est pas bon, c'est pas un défenseur droit, vraiment, à chaque fois il revenait au milieu parce que ça lui faisait chier de jouer là. Il n'avait pas le comportement d'un latéral, et même défensivement, à chaque fois, il se faisait pousser, et à chaque fois, à un moment, il avait remis un ballon sur Neuer, ça avait failli faire but. Oh non, Kimi, c'était compliqué, hein. En vrai, le seul bon joueur de la première mi-temps de l'Allemagne, c'était Nathaniel Brown. C'est le seul qui a un peu joué, les débordements, les petits centres parfois. Sinon, l'Allemagne, c'était catastrophique, hein. Franchement, il n'y avait rien. Je ne sais pas quoi dire, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Pavlovic, une sombre merde. Mais wesh, mais il est nul. Mais il est nul, ce mec. Il n'arrivait pas à faire rien. En fait, ils arrivaient à rien. Et l'Allemagne n'arrivait à rien. C'est vraiment honteux. Mais pour une nation comme ça, wesh, 4 étoiles, tu mouilles même pas le maillot. En fait, c'est ça qui manque. Le Paraguay, vraiment, ils ont joué comme des chefs. Défensivement, ça y allait, ça se foutait par terre, des tacles, ils couraient. À chaque fois, tu avais un mec paraguayen tout là-bas, ça lui envoyait un ballon, ils arrivaient toujours à jouer une faute pour avoir des ballons et tout. Vraiment, ils se battaient. Les Paraguayens, ils avaient envie. Et l'Allemagne, en fait, il n'y a aucune envie, il n'y a aucune grinta comme les Paraguayens. Il y a vraiment, on dirait, ils jouent, c'est académique. Les mecs, ils sont trop. C'est plat. Enfin, vraiment, il n'y a aucune envie du dépassement de soi de jouer ce match comme si c'était le dernier. Les équipes européennes, elles prennent trop à la légère les autres équipes, alors que normalement, c'est au-dessus. Donc, ok, t'es au-dessus, mais justement, c'est parce qu'en jouant bien, que c'est parce que tu seras au-dessus. C'est pas que t'es au-dessus dans tous les cas. Et là, franchement, le Paraguay, bah, ils ont mérité tous les jours. Franchement, au vu de leur match, c'est eux qui méritaient. Le courage, la détermination, ils ont vraiment tout donné sur le terrain. Alors que l'Allemagne, c'était statique, hein. T'avais Kimmich, il avait le ballon. Tous les joueurs ainsi, personne bougeait. L'Allemagne, c'est hyper faible, hein. Et franchement, l'Allemagne, le dernier match à élimination directe qu'ils ont gagné en Coupe du Monde, c'était la finale en 2014. Et ça choque personne. On parle de l'Italie, ouais, elle se qualifie pas, mais l'Allemagne, il faudra ouvrir le dossier, hein. L'Allemagne, comment ça? Éliminée en poule en 2018, avec une poule, s'il te plaît, Suède, Mexique, Corée du Sud. En finissant dernier de la poule. Ils ont fini dernier, tout en bas. En 2022, éliminé en poule, avec Espagne, Costa Rica, Japon. Tu finis troisième. Et là, éliminé en 16e. Wow. Mais franchement, en fait, l'Allemagne, objectivement, il n'y a rien qui va, même dans la compo. La liste, elle n'est pas folle. Remettre Havertz à tous les matchs alors qu'il est nul, il t'apporte rien. Oui, il marque, mais tu te prives de tellement de bonnes actions avec Havertz. Mais Havertz, ok, il te met un but, mais pour combien d'occasions gâchées, de ballons perdus? Et Sané, mais comment tu mets Sané? Mais Sané, mais c'est pas possible.
Mais Nagelsmann, il regarde pas les matchs. Gros, t'es là, t'es sur le bord du terrain, mais Sané, mais tu le vois. Il est nul, il sert à rien, il perd tous les ballons. Wirtz, mais c'est dégueulasse. Musiala, tu le fais même pas démarrer. Miskin, pourquoi? C'est l'un des meilleurs Allemands, tu le fais pas démarrer. Alors que en deuxième période, c'était le meilleur Allemand, de loin. Et Pavlovic, mais Pavlovic. Ah, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué ce match. Je sais même plus c'était qui le deuxième milieu de terrain avec lui. Il y avait Pavlovic. Ah bah oui, Nmecha. Ah, Nmecha, bon, oui, de temps en temps, il faisait des trucs, mais vas-y, c'est pas vraiment, c'est pas dingue. Et après, même Neuer, s'il te plaît, pourquoi t'es revenu? Le mec, il avait pris sa retraite, la fameuse phrase Leave the football before the football leave you. Et Michael Carrick, il avait raison. Et Neuer, il l'avait écouté. Il avait leave le football avant que le football le leave. Et, et l'Allemagne, ça l'a rappelé. Mais il s'attendait à quoi? Le mec, il a 40 ans, c'est. Oui, c'est Neuer, ok. Mais là, non. Là, non. Mais surtout que, bah, en vrai de vrai, le but du Paraguay, comme ça, hein, le but du Paraguay, il est franchement magnifique parce que déjà, corner, le ballon il dégage. On croit que l'Allemagne, ils vont partir en contre-attaque. Bam, récupération haute. Après, mais j'adore le Paraguayen. Il temporise, il fait genre, il centre. Le dédoublement, la passe masquée comme ça, le centre, la tête de Enciso, c'est parfait. Franchement, ce but, elle pète sa mère. Mais franchement, le but, il est vraiment magnifique, incroyable. Quelle séquence! Et l'Allemagne, on voit bien, dans la surface, personne ne tient Enciso. En fait, c'est même pas personne ne tient Enciso, c'est personne ne tient personne. Il n'y a aucun Allemand sur un Paraguayen. Et forcément que ça rentre. Donc voilà, forcément que ça rentre, c'est pas possible. Donc voilà, franchement, l'Allemagne, oui, le Paraguay a extrêmement bien joué, mais franchement, l'Allemagne, c'était catastrophique. Il n'y avait rien, il n'y avait rien. Enfin, franchement, j'aimerais dire des choses sur l'Allemagne, mais j'arrive pas. Il n'y a rien en fait, il n'y a rien à dire. Ils ont été nuls de A à Z. Les joueurs sont catastrophiques. En tout cas, voilà. Donc, et la séance de tir au but, on va en parler parce que là, il y a des choses à dire quand même, plus intéressantes. Déjà, les prolongations, c'est intéressant parce que pour une fois, les équipes, elles ont joué en prolongation. Elles n'ont pas attendu. Ils ont joué à la baballe pendant 30 minutes pour aller au tir au but. Non, là, bon, ça a joué. Voilà, on peut leur donner le mérite. Et après, bah, les tirs au but, là, moi, je m'en fous. T'as beau dire, ouais, c'est pas la loterie, les tirs au but. Si, si. Si. T'as beau dire, oui, maintenant, on sait dire quel joueur tire là. Mais et alors, un joueur qui tire toujours à droite, ce jour-là, il a envie de tirer à gauche, il tire à gauche. Et même, le gardien, lui, il se dit, ben, je vais plonger à gauche. Le mec qui tire à droite, eh ben, ça rentre. Ça rentre. Donc, franchement, les pénaltys, il n'y a aucune science. Moi, je suis désolé. Oui, tu peux les tirer mieux, mais c'est quasi pile ou face. C'est bon. Et donc, voilà. Mais donc, bah, les pénaltys, bah, là, à ce moment-là, l'Allemagne n'a plus son destin en main. Même si sur papier, tu as des meilleurs joueurs, oh, mais non, tu n'as plus ton destin en main. Quand c'est les tirs au but, là, tout repose sur rien. Donc au final, en plus, c'est l'Allemagne qui commence les pénaltys. Donc l'équipe qui commence a un petit avantage statistique de gagner. Donc ça démarre avec Havertz, mais sa tête aussi, mais je peux pas. Le mec, il est nonchalant, il arrive ainsi, là, il dégage, hein. Il fait ses petits pas. En plus, le mec, il met 10 minutes à tirer. L'arbitre, il siffle. Pendant 2 minutes, il est là. Bouge pas, petit pas, ah, dégage. Hop là. Le gardien paraguayen, je le connais même pas, j'ai même pas retenu son prénom. Le mec sur FIFA, je pense qu'il a même pas d'image parce que personne ne le connaît. Il arrête le penalty, magnifique. Le Paraguay, ils les mettent très bien. Le Paraguay, ils les mettent très bien. Et puis ensuite, eh ben là, encore un arrêt. Oh.
Donc là, franchement, Voltema 2, vraiment très mal tiré. En fait, le mec, il commence sa course et après, il s'arrête et il hésite et il perd tout son élan. La frappe, elle est molle, elle est vraiment très très mal faite. Donc, deuxième arrêt, là, on se dit, bah, c'est bon, il y a 3-1 pour le Paraguay, c'est fini. Là, si le Paraguay il le met, on n'en parle plus. Il ne le met pas. On se dit, bon, c'est pas grave, voilà, il fallait bien que. Hein. Puis après, hop là, reballe de match. C'est parti. Là, c'est en mode, là, il y a eu 120 minutes de match. Le Paraguay a fait le match de sa vie. Toi, tu es là. Si tu la mets, c'est bon. Tout ça bah, n'aura pas été fait pour rien. Il tire, Neuer l'arrête. Donc là, on se dit, waouh! Là, Neuer, il vient de sauver la nation parce que franchement, avec le match de l'Allemagne, même le match de Neuer, hein, voilà. Et après, bah, du coup, là, on se dit, putain, non, l'Allemagne, ils vont quand même le faire, c'est pas possible, le Paraguay, avec tout ce qu'ils ont fait, pas maintenant, pas maintenant. Et là, t'as Jonathan Tah, il arrive, sonne. Mais il envoie, mais même pas sur la Lune. Le ballon, il a été plus haut que la Lune, il est passé au-dessus de la Lune, il est encore en l'air, là. Il n'a pas perdu 1 km/h, il est encore en pleine vitesse, le ballon, là. Mais comment tu tires comme ça et tu dis ça rentre? Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, franchement, il y en a tant de tas. En plus, il avait marqué hein, le but de la victoire, mais non. Parce que Anton, bah, ce gros débile, a fait faute sur le gardien. Comme les joueurs de Arsenal. Hein? Hein? Alors, Arsenal, hein? Vous avez vu? Le but, il a été annulé. Pourquoi? Parce qu'on a gêné le gardien. Et en première ligue, il y a combien de buts d'Arsenal qui ont été annulés? Je sais pas, hein? Je sais pas. En tout cas, très bien arbitré, franchement, magnifique. La VAR, comme ça. Parce que, bah oui, il y a faute. Enfin, je sais pas, le mec, il se met devant, il le pousse, le gardien se retrouve par terre. Mais comment ça? D'où le gardien, il se retrouve par terre, en fait. Comment. Donc voilà. Et puis ensuite, eh ben, Jonathan Tah, il passe de héros à zéro. Parce que là, franchement, si le match s'arrête là, sur le but et tout le monde aurait dit Jonathan Tah, le sauveur de la nation, merci Jonathan Tah. Et là, le mec, il s'est fait insulter, c'est mort, son compte Insta. Donc voilà, ça va vite le foot, hein. En une demi-heure, le mec, il est passé de vraiment héros à zéro, comme je dis. Et voilà, bah, en même temps, bah, le mec, c'est un défenseur central. Est-ce que le mec a l'habitude de tirer des pénaltys? Je pense pas. Il a pris sa responsabilité, là où d'autres n'ont pas pris. Donc voilà, lui, il a porté ses couilles, et ça n'a pas marché. Et donc au final, bah, le Paraguay qui se qualifie, hein, bah forcément, ça, le gardien il avait arrêté de 2 pénaltys, c'est pas possible. Bah franchement, mérité. Mérité, mérité, parce que, bah, est-ce que, bah oui, le Paraguay a mieux joué, enfin, avec des pincettes, parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais ils ont joué avec leurs armes, c'est-à-dire une défense solide, un groupe soudé, courageux, qui va jusqu'au bout de l'effort, qui n'a pas peur de se salir les mains. Et bah, franchement, ils ont mérité. Hein. L'Allemagne, bah, ça va leur faire un coup de pied au cul. Hein, Après, on dit ça, mais bon, ça fait depuis 2018 qu'on attend ça. Mais bah, Nagelsmann, déjà, merci, au revoir. Hein, il va se faire virer. Et bah, du coup, on va avoir Paraguay contre le gagnant de France-Suède. Et là, si tu me dis qu'on va avoir Suède-Paraguay en huitième de finale, là, je ne jure plus de rien, je ne crois plus en rien. Je remets toute mon existence en cause. Mais en tout cas, voilà, on verra bien. Donc voilà. Et après, bah oui, je veux bien te dire le but de Havertz, mais bon, ça y est, le mec il fait une tête ainsi anecdotique. Mais donc, bah voilà. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que le Brésil, vraiment pas convaincant. L'Allemagne, très très nulle, et c'est bien fait pour eux, parce que tu peux pas jouer comme ça et espérer passer. Donc voilà. Donc bah, on espère que les 16e de finale vont encore nous réserver du beau spectacle, parce que pour l'instant, on ne s'est pas ennuyé. Et ben voilà, bonne Coupe du Monde à tous. Au revoir.